suivante. Alors je vais commencer. Donc vous connaissez mon nom, Françoise Lesage. Les diplômés qui sont parmi vous ont suivi mes cours, en tout cas ceux qui, peut-être pas la dame la plus ancienne qui a connu mes prédécesseurs comme Bernard André, Jean-Jacques Richer qui vient juste de prendre sa retraite, mais donc ceux qui sont depuis 15 ans, dans les 15 dernières années, ont pu me connaître, et ça fait donc plusieurs années que j'assure les cours 16D 115 en deuxième année de la LEF, première année du Dufleux, et 16D 362A, la partie réflexion sur l'apprentissage d'une langue nouvelle, qui est pour vous le Nahuatl et pour les étudiants de l'Université de Bourgogne le japonais. Et depuis quelques années, j'avais aussi fait un cours de première année que cette année j'ai laissé à un autre collègue. Donc j'enseigne depuis à peu près une quinzaine d'années à l'Université de Bourgogne. Avant, j'étais dans d'autres universités, d'Amiens, une année à Dijon et 2 années à Orléans, avant d'être recrutée comme professeur agrégé à l'Université de Bourgogne sur un poste moitié CFOAD, moitié présentiel. Donc en présentiel à l'Université de Bourgogne, j'assure des cours de didactique du FLE en 3e année de licence de lettres modernes ou de langue, et également des cours d'histoire du français et d'initiation à l'ancien français, et aussi de langue française du XVIe siècle, et des cours de phonétique et phonologie du français en master. Donc une activité assez diverse, en plus bien sûr des cours au CFOAD à distance. Alors les étudiants de l'UPN en fait font partie des étudiants du CFOAD, mais vous n'êtes pas les seuls, c'est-à-dire que vous êtes en réalité un petit groupe parmi un ensemble beaucoup plus important. Par exemple en D115, si j'ai 70 inscrits ou 80 ou 90 inscrits, parmi ces 90 inscrits, il y a le groupe des étudiants de deuxième année de la LEF. Et en 362, pareil, il peut y avoir une vingtaine d'étudiants de la LEF et 80 d'autres étudiants. Alors pour les gens de D115 parmi vous, ça peut vous expliquer que quand vous m'envoyez la fiche que je donne dans le premier envoi de D115, je ne peux pas accuser réception, dire que je l'ai bien reçu. Je l'ai reçu, je l'ai imprimé en général, mais je passe très peu de temps à Dijon, en fait 2 jours où j'ai 8 heures de cours, donc j'ai pas forcément le temps je reçois, j'imprime, mais si je veux imprimer tout, j'ai pas le temps chaque fois de faire un message en disant bien reçu. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je suis française d'origine, du sud-ouest de la France. C'est né à Albi et ayant vécu 20 ans à Toulouse. Ça explique peut-être que phonétiquement je discrimine assez bien le 1 et le 1, ce qui n'est pas le cas des gens du nord de la France. Ça explique aussi, peut-être certains d'entre vous m'ont entendu parler espagnol avec mes collègues, ça explique aussi ma connaissance de l'espagnol, parce que Toulouse est une ville qui a accueilli énormément d'immigrés espagnols au moment de la guerre civile. Après la guerre civile, il y avait une population espagnole très importante, et le niveau d'espagnol dans les collèges et dans les lycées et à l'université de Toulouse était vraiment très bon. Donc j'ai eu d'excellents professeurs d'espagnol, et j'ai pu l'apprendre et puis continuer à le pratiquer grâce aux échanges de courriels, notamment avec les responsables successifs de la LEF depuis une quinzaine d'années.
Voilà, donc maintenant on va faire un tour de table en commençant peut-être par les diplômés. C'est bien pour les étudiants qui, parmi vous de première année, de deuxième année, comme Arnaud, et de troisième année. Donc vous verrez que auprès de vous, là, vous avez des gens qui ont terminé leur licence et qui ont fait quelque chose, espérons-le, avec le français. On va peut-être commencer par la présentation des egresados, des diplômés. Donc, madame, si vous voulez bien vous présenter. Je m'appelle Sylvie, je suis égressée de la licence première génération. Et, je suis très contente d'être avec vous pour partager nos expériences. Et bien, j'ai été professeur à l'école secondaire pendant 12 ans et j'ai enseigné le français aux adolescents. Du coup, c'est mon expérience. Merci. Merci. Madame, si vous voulez vous présenter. Merci, je m'appelle Sylvie. Moi, je suis de la génération de 2004. J'ai eu des petits problèmes pour me tituler tout de suite après, mais j'ai quand même été titulée. Et j'ai fait ma thèse sur la simulation globale, mais pour les personnes qui étudient dans la gastronomie et l'hôtellerie. Parce que j'ai aussi étudié, j'ai un certificat d'hôtellerie. Donc j'ai travaillé à tous les niveaux, j'ai travaillé à l'Alliance française, dans les universités, dans des collèges, dans un peu partout. Et maintenant je travaille dans une école de gastronomie. Voilà. L'expérience, il faut parler d'expérience ici ou quoi? Non Comme vous voulez. Oui, l'expérience, il faut vraiment bien s'organiser quand on fait quelque chose à distance. Il faut vraiment bien s'organiser, surtout quand on travaille, on a de la famille et on étudie, donc il faut avoir vraiment une bonne organisation. Et puis les Français sont durs pour qualifier. Je m'en suis rappelé la première année, parce que quand j'ai revu ma première note de français, j'ai dit j'ai l'impression de repasser mon baccalauréat. Et voilà, et puis sinon, voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Merci. Oui, je vous en prie. Bonjour à tous, je m'appelle Jorge Grada et je suis de la génération 2011. J'ai travaillé sporadiquement en faisant quelques cours de français à la UVM, un cours intensif de français en 2012. En général, mon expérience est très petite, mais je souhaite profiter de cette expérience et acquérir un peu plus de connaissances pour me mettre à l'aise, ¿no? Avoir comment on dit, avoir la facilité de parler le français et je suis content d'être ici. Et c'est tout. Bon, merci. On continue avec les diplômés. Madame, si vous voulez venir un peu par ici, puis vous tournez vers... Bonjour à tous. Je m'appelle Esther Celada. J'habite à Cuernavaca, Morelos. C'est une raison pour laquelle je suis arrivée en retard aussi. Et je suis de la génération 2012. Bon, même si ce sont 300. Et j'avais l'intérêt à continuer avec le master, mais pour quelques raisons, je n'avais pas l'occasion de continuer avec les 200 de master. Oui. Et aussi, bon, il y a plusieurs obstacles. Et comme enseignante, j'ai commencé comme enseignante d'anglais d'abord. Je suis professeure d'anglais. Même si je ne suis pas encore titulée d'ici, de l'UPN. Et bon, j'ai travaillé bien sûr comme enseignante de français
Et c'est une chose pas très, un peu bizarre, je dirais. Et je travaille comme enseignante dans les celles de Cuernavaca, Morelos, à l'université. Et maintenant, je suis enseignante d'allemand. Oui, je suis certifiée avec les B2, le niveau B2 en allemand. Et je suis toujours en contact avec les Français, mais j'espère que ce sera 1 ou 2 ans de me tituler, mais en français. Alors, enchantée. Bon, ben, on vous souhaite d'avoir ce diplôme en français. Ok, salut. Je m'appelle Lydia. Je suis mexicaine, mais j'ai vécu en Suisse 4 ans et demi. J'ai vécu aussi aux États-Unis. Aux États-Unis, j'étais forcée à étudier français. Ils n'ont pas accepté l'espagnol comme langue étrangère. Et donc, je dois choisir entre l'allemand et le français. J'ai dit non, je dis le français, s'il vous plaît. Et j'enseigne le français, j'enseigne en français et anglais depuis 20 quelques ans, je ne sais pas, 30 ans peut-être. Ça fait longtemps. En tout cas, maintenant, je suis semi-retirée. Je mets donc le cours de français parce que je n'aime pas donner des cours d'anglais, honnêtement. Et je travaille pour des petites écoles. Je suis ici interprète certifiée par le gouvernement mexicain et traductrice. Je fais un peu de tout. Donc, comme elle, comme Sylvie, c'était dur d'étudier, travailler, la famille et tout ça. Donc, je n'ai pas fini dans les 300, qu'on dit, mais j'ai pris ça lentement, à ma vitesse. Donc, quelques sujets cette année, quelques sujets l'année suivante, etc. Parce que pour moi, c'était trop. Enfin, c'était trop, je n'arrivais pas à bien m'organiser comme Sylvie. Donc, ouais, je suis en train de finir. J'ai déjà passé Projet Innovation, que c'est la dernière. C'est comme une espèce de test qu'il faut faire. Je suis en train de finir. En théorie, j'ai déjà fini, mais il y a toujours des corrections, des choses comme ça. Et bon, c'est tout. Je ne sais pas si j'ai autre question. Non? Oui. Si. Lydia. Lydia. Madame? Salut, je m'appelle María Teresa Torrescano Amigón. Ma formation initiale a été institutrice. J'ai travaillé pendant 30 ans dans l'école primaire. Et comme professeur de français, je travaille depuis 27 ans. Et j'ai travaillé à l'Université del Valle de México, à la UNIMEX, au Centre de langue de UPIXA, de l'IPN. Et actuellement, je travaille au CELEX de Simeculhuacán. Oui, c'est. Et je suis de la génération 2000-2003 ici. Ah oui, c'était moi la première année que j'enseignais à l'Université de Bourgogne, je pense. Donc 2000-2003, oui, je devais intervenir en 115 seulement peut-être, ou pas encore, ou c'était encore Monsieur Richer. En 2000-2003 qui faisait le cours 115. Non, Monsieur Richer faisait 361 et 2. Monsieur Bernard André faisait 362A. Et moi, je commençais pour la première année à faire des 115, je crois, cette année-là. Monsieur Bernard m'a dirigé le cours de Nahuatl. Oui, c'était lui. Et l'année d'après, il est parti en retraite. Et c'est moi qui ai repris le rapport d'apprentissage, là, le cours de 3e année des 362A, qui est la réflexion sur l'apprentissage du Nahuatl que vous faites avec l'UPN. Bon, ben c'est bien, on voit que des gens de différentes générations d'années. Madame? Oui. Bonjour, moi je m'appelle Tchanissi, je suis de la génération 2005-2008 et après j'ai enseigné à l'école maternelle, à l'école primaire,
à l'UVM, à l'Alliance française aussi, et puis maintenant je suis au TEC de Monterrey Santa Fe, et où j'enseigne aussi l'allemand. Oui. Voilà. Ben, c'est... Planessi. Bon, après, je ferai passer une feuille où tout le monde inscrira son nom et son adresse électronique pour que vous puissiez éventuellement rester en contact. Merci. Alors, est-ce que tous les diplômés se sont présentés? Donc, on va passer aux premières années maintenant. On va à l'autre extrémité, monsieur. Merci. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Syria. C'est un plaisir d'être parmi vous. Bon, je suis burundais, africain. Comment je suis arrivé ici? Peut-être c'est une question que tout le monde pourrait me poser. Bon, si j'étais de résumer mon histoire, j'espère que ça n'allait pas vous ennuyer. Donc, moi, je voudrais être prêtre, sacerdote. Alors, j'ai connu des sacerdotes italiens qui sont venus au Burundi. Donc, le Burundi se trouve entre le Congo et la Tanzanie. Donc, le Congo à l'ouest et la Tanzanie à l'est, le Rwanda au nord. Alors, je viens de là, un petit pays, comme Tlaxcala, je crois. Oui, alors, moi, j'ai terminé le secondaire. Après, je me suis inscrit en philosophie avec les Italiens parce que je voulais être missionnaire. Donc, bien sûr, j'avais cette idée d'être prêtre, mais il y a des prêtres qui restent dans leur diocèse, alors moi je n'avais pas cette idée. Alors j'ai voulu être missionnaire, c'est-à-dire sans frontières. Alors, On met ça sans frontières, mais... Prêtre sans frontières. Sans frontières, pas médecin. Oui. Alors, quand j'ai connu les Xavériens, alors ils m'ont donc demandé de vivre avec eux, c'est-à-dire abandonner ma famille, dire à ma famille que j'aurais une autre famille. Alors, j'ai commencé à vivre avec les Xavériens depuis la philosophie. Donc, pour être prêtre, c'est exigeant, obligatoirement. Il faut étudier la philosophie. Alors, j'ai fait la philosophie au Burundi, de la génération 2006-2009. Et quand j'ai terminé la philosophie, donc je devais faire le noviciat. Le noviciat, c'est une année de préparation dans laquelle on prépare les étudiants à connaître la vie communautaire d'une congrégation donnée. Alors, je suis allé à Kinshasa, au Congo. Là, j'ai vécu avec des Camerounais, des Congolais, et des Burundais, etc., des Sierra Leone. Et après une année, je suis allé en Italie pour mon visa, parce qu'en Afrique, il n'y a pas d'ambassade. Il n'y a pas beaucoup d'ambassades mexicaines pour avoir des visas. Alors, j'ai dû aller en Italie pour le visa. Et là, j'y suis resté 4 mois, depuis août jusqu'à décembre 2010. Et parce qu'au Burundi, j'ai quitté le Burundi en 2009. Et au Congo, 2009-2010. En Italie, août 2010, décembre 2010. Après, je suis arrivé ici au Mexique le 3 décembre 2010. Alors, comme à l'UNAM, on avait déjà terminé les inscriptions pour l'espagnol, j'ai dû attendre le mois de janvier pour m'inscrire. Mais là, les Xavériens qui étaient ici, moi j'étudiais dans un institut de formation théologique intercongrégationnelle de Mexique. Donc il y avait 23 congrégations. Là, donc c'est une université que les évêques catholiques ont fait pour que les futurs prêtres puissent se préparer. Alors j'étais là entre Chabacano et bien d'autres. Mais je vivais à Portales, si vous connaissez bien la ville. Alors quand j'étais là, je suis arrivé au Mexique, donc ils m'ont inscrit à l'UNAM pour apprentissage de l'espagnol. Mais là, j'ai appris l'espagnol pendant 6 mois, donc de janvier à juin. Alors j'ai terminé parce que le recteur m'a dit, non Syriac, il faut aller à Querétaro parce qu'il y a des préséminaristes qui veulent entrer dans notre congrégation. Alors on a besoin de ton aide, comme ça tu dois laisser l'espagnol, tu vas continuer après, tu vas apprendre dans la vie courante. Alors j'étais vraiment préoccupé, mais
grâce à Dieu, comme disent les gens. Alors, je me suis mis à travailler sur Internet, etc., parler avec les gens. Et j'ai amélioré, mais je continue jusqu'à présent. Et je suis content d'appartenir à cette carrière pour améliorer non seulement ma vie professionnelle, mais aussi la langue espagnole. Bon, actuellement, je travaille. Donc, j'ai laissé la vie sacerdotale. C'est pas que je suis prêtre. Hein? Donc, j'ai fait 6 mois d'espagnol. Et après, j'ai fait 2 ans de théologie. Normalement, la théologie dure 4 ans. Mais j'ai terminé 2 ans, la moitié de la théologie. Il me restait 2 ans pour être ordonné prêtre. Après, il y a eu des accrochages entre le recteur et donc, lui, avec la question de foi, là, on ne discute pas. Donc, il n'aimait pas ma manière de voir les choses. Lui, il me disait, il faut être à la chapelle. Et moi, avec la philosophie que j'avais apprise, alors je disais, mais mon père, et pourquoi je dois être là alors qu'il y a des gens arrêtés? Alors lui, il disait qu'en théologie, il faut obéir, il ne faut pas réfléchir, il faut croire en Dieu. Alors j'ai dit, non, je ne veux pas être un prêtre aigri, amer, comme ça. Alors, je suis sorti, et quand j'ai laissé la congrégation, en 2012, j'ai commencé à enseigner, à donner des cours, parce que je n'avais pas d'autre profession pour enseigner, pour vivre. Alors, je devais payer le logement. Oui, donc, ici en ville, vous savez combien ça coûte. Alors, je travaillais partout, dans des centres de langue, et aussi dans des entreprises. Et après, j'ai connu des universités. Actuellement, je travaille à l'Université intercontinentale, et aussi dans un institut salésien des études supérieures, où il s'agit de la compréhension des textes philosophiques de l'espagnol au français et vice-versa. Et je travaille aussi dans une petite école primaire et secondaire à Zapata parce que je veux aussi avoir une expérience avec les enfants. J'ai beaucoup travaillé avec des adultes dans les centres de langue et maintenant, comme je travaille ici, comme pour l'éducation, j'aimerais avoir aussi une expérience avec des petits-enfants. Et je suis très content. Vraiment content d'avoir qu'il y a des gens qui ont déjà fini et j'avais peur, je crois aussi que je vais finir parce qu'il y a des universités qui me demandent des papiers, donc des titres. Oui, j'ai la philosophie, la licence en philosophie. Aussi, quand je suis sorti de la congrégation, les samedis, je suivais les cours de droit. J'ai aussi une carrière en droit, mais je n'ai pas encore fini. Et comme l'université m'a demandé des documents originaux, alors je ne peux pas avoir le titre en droit parce qu'ils me demandent de donner. Alors j'attends. Mais bon, de toute façon, vous parlez un français parfait. Hein, je vous dis, vous êtes le représentant d'un Africain francophone. Mais au Burundi, là, je reviens sur les cours de philosophie que vous avez suivis au Burundi. Ils étaient en français ou en italien? Tout en français. Tout en français. Ben voilà, c'est une scolarisation complètement en français. Donc vous avez ici un francophone qui peut être un excellent professeur de français. Donc je vous invite à prendre contact avec lui parce que si vous avez besoin de conseils pour rédiger dans un français correct, vous avez un excellent professeur. Oui, pour terminer, merci. Je crois aussi que j'ai discouru. Alors, je m'excuse. Au Burundi, on parle 4 langues, le Kirundi, le français, l'anglais et le swahili. Ce sont des langues obligatoires depuis l'école primaire. Donc, ici, la langue maternelle, c'est la normalement, c'est le Kirundi, mais le français, c'est officiel. Le Kirundi ne se parle presque pas à l'école. C'est comme si tu avais 2 langues maternelles. Oui, ici, c'est comme le Nahuatl, le Kirundi. Ah ouais. Et l'espagnol, c'est en fait, c'est le français, c'est à la fois, c'est une langue seconde au départ, mais c'est la langue de scolarisation. Donc c'est ce qu'on appelle une langue seconde dans les pays où le français est utilisé dans l'éducation, ce qui est le cas dans des pays francophones. Oui, un peu. Hakuna Matata. Bon, ben, très bien. Je vois que la première année de la LEF a une recrue complètement francophone, ce qui est excellent. Merci bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un de 2e année vous, Monsieur Arnaud? Je me présente vite, je m'appelle Alain, je suis dans la 2e année de la LEF.
Et je suis prof et traducteur d'anglais et d'espagnol depuis plus de 20 ans. Ah, enchanté. Et est-ce que vous avez une origine française? Parce que mon grand-père était français. Votre patronyme Arnaud est français. Oui, oui. Mon grand-père, il était barcelonette. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des Barcelonnettes. C'est une grande immigration qu'il y a eu depuis le 19e siècle jusque dans les années 50. Il y a eu beaucoup de Français qui sont venus de Barcelonnette, des Alpes. Ah oui. Et c'est à 10 minutes de la frontière avec l'Italie. Non, c'est la Provence. D'ailleurs, la langue maternelle de mon grand-père était le provençal. Le provençal, oui. Non, et il s'est rendu compte qu'il était français quand il est venu ici. Oui, bien sûr. Non, parce que lui, il trouvait qu'il était plus provençal, mais ici, on l'appelait français, non? Oui, bien sûr. Bon, bien sûr, il parlait français, non? Bon, très bien, merci. Donc, pas d'autres étudiants de deuxième année et on arrive à la troisième année. Donc, si vous voulez commencer. Bonjour à tous, je m'appelle Esteban, je suis dans la troisième année de la LEF. Et avant de l'EF, j'ai fait des études à lettres françaises. Et la partie qui m'intéressait le plus, c'était la littérature médiévale. Maintenant, je continue à travailler sur ma thèse sur un roman médiéval qui s'appelle Le roman de silence. Et c'est un roman du XIIe siècle, c'est très intéressant. Mais malheureusement, toute la littérature qui concerne ce roman, c'est en anglais. Alors, je dois lire le texte universitaire en anglais. Et c'est pourquoi j'ai pris tant de temps pour finir cette thèse-là. Et en même temps, je prépare aussi mon projet d'innovation pour finir la lettre, enfin. Et voilà, j'enseigne le français depuis 9 ans à peu près. Et là, je viens d'entrer à la prépa 1. Et alors, c'est mon premier contact avec les adolescents parce qu'avant, je travaillais qu'avec des adultes. Alors, bon, c'est une expérience nouvelle pour moi aussi. Et voilà, c'est ça. Et j'ai eu aussi l'occasion d'habiter en France, à Cahors, c'est dans le sud-ouest. Et là, j'ai bien apprécié l'expérience. Ouais, c'est très joli. Et puis, les personnes sont très sympas. La nourriture, bon, c'est délicieuse. C'est la bonne vie dans le sud-ouest. Merci. Vous appelez comment? Je n'ai pas entendu. Esteban. Esteban. Bonjour, je suis Céline Rodriguez. Bien que je devrais être en troisième année, je suis dans la deuxième année. Je n'ai pas pris les cours l'année dernière de l'UB, seulement de l'UPN. Et maintenant, je prends ces matières de la deuxième année. Moi, j'ai fait le lycée. Et ça fait le lycée franco-mexicain, oui. J'ai eu mon bac et je suis sortie, j'ai haïssé le français. Je voulais savoir rien de alors j'ai fait des études dans l'informatique et je travaillais pendant 15 ans, je crois, dans l'informatique. Maintenant, je suis à Volaris et je travaille dans l'informatique. Il y a, je crois, 3 ans que j'ai trouvé la LEF et j'ai décidé d'étudier. Alors, qu'est-ce qui vous a fait renouer avec le français, puisque après le bac, vous en aviez assez du français? Non, mais je lis tout le temps, j'écoute de la musique, je vois, j'aime le français. La langue française, je l'aime. Seulement le bac. Oui, la terminale, j'ai haïssé tout. C'était horrible. Alors je ne voulais pas savoir rien des français, pas de la langue française. C'était le bac français qui vous avait stressé Oui. La terminale a été horrible. On était tout le temps dans les lycées. On étudiait, tout ça. C'était le bachotage, ce qu'on appelle le bachotage, c'est-à-dire une préparation intensive du baccalauréat. Ouais. Et vous avez saturé. Oui, en plus on a eu des... Moi j'ai fait le CI, je ne parlais pas français. Alors j'ai fait la première année, les cours intermédiaires, qu'on appelle, on n'avait que des français. On avait 20-25 heures par semaine de français.
Et puis, on devait choisir la section administrative ou de gestion ou technologique. Mais il y avait un accord avec la CEP que les Mexicains, on devait suivre le cours technique. Alors j'ai pris la technologie et je fais de l'électronique. Et mon bac a été sur l'électronique. 6 heures de bac. On a essayé le lycée. 4 heures de bac de français, 4 heures de bac de maths, des bacs de philosophie, d'histoire. Et on habitait dans un monde mexicain et on devait parler français tout le temps dans le lycée. Et c'était un peu difficile, non? C'était des sections mexicains, français, franco-mexicains. On ne se parlait pas entre nous. Les Mexicains avec les Mexicains, Français avec les Français et Franco-Mexicains avec les Franco-Mexicains. Ah oui, oui, c'est le problème un peu du lycée, ça. Ah ouais. C'est très, oui. C'est très classiste. C'est très classiste. Moi aussi, j'ai été au lycée. Ouais, moi, je vois avec mes enfants, c'était la même chose. Puis alors, au lycée, on prépare, c'est-à-dire au lycée, le lycée, il termine à 6 heures le soir. Oui, oui, 7 heures de soir aussi. Ou 7 heures, oui, ça dépend de la section. Donc, c'est vraiment lourd. Quand on est dans une section, on connaît si tu venais d'un système mexicain, où à 2 heures de l'après-midi, ça y est, t'as fini, et puis t'as pas tellement de devoirs, et là t'arrives dans le lycée, la section lycée, c'est pas non plus. C'est vraiment la sensation d'être au bagne par rapport à vos camarades mexicains. Oui, mais enfin, on est bien préparés. Que diable peut-on faire dans cette galère? Oui, bien sûr. Oui, mais enfin, ceux qui sortent du lycée sont bien préparés. Bah oui. Je vois la différence, c'est sûr, dans les productions écrites. Les anciens élèves des lycées français s'expriment bien en français écrit. Finalement, tout ce bachotage vous a quand même donné une très bonne formation en français. Bonjour à tous, je m'appelle Ana-Luisa Butler. J'habite à Acapulco. J'ai étudié le français en Suisse quand j'étais jeune, il y a beaucoup de temps. Mes enfants, maintenant, ils sont déjà finis leurs études, alors j'ai décidé de reprendre le français et j'ai fait aussi mon baccalauréat il y a quelques années aussi. Et maintenant, je suis au 3e année de l'ALEF et je n'ai aucune expérience comme enseignante, mais j'espère de l'avoir très tôt. Merci. Donc là c'est en Suisse francophone, vous avez étudié, je suppose, et vous parlez aussi très bien français. Grâce à cette immersion que vous avez faite à un âge assez jeune. À quel âge vous aviez quand vous êtes parti pensionnaire en Suisse? 17 ans. 17 ans. Ouais, donc vous avez fait première terminale en Suisse? Oui, 2 années. 2 années, d'accord. Oui, non, ça c'est vraiment une chance. Oui. Dans quel canton tu as été? J'étais à Neuchâtel, à la Neufville, près de Neuchâtel. J'étais là-bas, j'étais dans un internat. Peut-être que tu le connaissais, c'était le manoir. Oui. Bon. C'est votre tour, si vous voulez. Vous pouvez vous avancer un peu pour qu'on vous voit mieux. Alors, je m'appelle Lucien Bissou et je fais la 3e année de FLE et je travaille comme professeur de français, d'anglais, d'italien aussi. Et depuis 2012, ça veut dire il y a 5 ans que je travaille comme prof. Je pense que ce n'est pas beaucoup d'expérience, mais bon, quand même, je pense que j'ai un petit peu d'expérience. Et après, bon, je pense que j'aime beaucoup la langue française, et il me plaît beaucoup vraiment. Et aussi, j'ai eu l'opportunité de faire un cours de français à Paris, qui est juste 1 mois, mais je pense que j'ai fait 32 heures par semaine. Donc alors, je pense que c'était bien, c'était comme le français général. Et après aussi, il y avait comme des ateliers pour la formation, c'est comme le théâtre, et la formation pour la préparation plutôt pour la section modèle. Aussi, on avait cuisine, okay. On avait pris le français par la cuisine, je pense que c'était bien. Et alors, je pense que c'est tout. Je ne sais pas s'il y a une question à me poser.
Non, mais c'est bien, merci. Alors, après ce tour, je vais vous proposer de faire un travail collaboratif. Pas selon les années, hein. Chacun va avoir un travail différent. Alors ça pourrait s'inscrire dans une tâche globale qui serait mais c'est un projet que je laisse ensuite à votre initiative, de créer une petite gazette de l'ALEF dans laquelle pourraient écrire d'anciens diplômés, des diplômés, ce que vous appelez egresados en espagnol, en français on va dire diplômés de l'ALEF, ceux qui sont sortis déjà, mais qui ont terminé. Et il pourrait y avoir donc une rubrique des diplômés, une rubrique des premières années, une rubrique des deuxièmes années, une rubrique des troisièmes années, et avec des articles qui pourraient être d'intérêt général ou concernant la vie universitaire, ou bien concernant le travail qui vous est demandé à l'Université de Bourgogne. Alors, dans le cadre de cet atelier, ce qu'on pourrait écrire, alors pour les étudiants de première année, je pensais faire un ou deux groupes, mais en fait, pour le moment, nous avons un seul étudiant de première année avec un tuteur avec lui. Et puis en fait, l'étudiant de première année, je pense, a un tel niveau de français qu'il va peut-être apprendre des choses à son tuteur. Mais donc, vous pourriez, là, vous êtes complètement libre justement en première année, puisque dans les cours de remédiation linguistique qui vous sont proposés, ce qui vous est demandé, c'est d'acquérir une capacité d'expression, d'argumentation en français. Et vous, en tant que philosophe, vous l'avez déjà acquise. Donc je pense que vous allez nous faire une production formidable. Et vous êtes libre de choisir le sujet. Donc en rapport avec l'actualité mexicaine, en rapport avec vos préoccupations personnelles, en rapport avec ce qui vous touche, hein, la pauvreté ou la pollution, ou vous allez écrire quelque chose, une sorte de petit article qui peut même être un peu distancié, parce que finalement vous avez, vous, un regard extérieur, puisque vous n'êtes pas mexicain, mais vous vivez au Mexique depuis quelques années, et vous pourriez écrire quelque chose comme, bon, toute proportion gardée, Montesquieu, les lettres persanes, la lettre d'un étudiant africain au Mexique, et qui raconte ce qui l'étonne ici. Donc soit vous choisissez le ton de la lettre en décrivant le Mexique, soit vous présentez quelque chose d'argumenté sur un problème, et puis vous travaillez en collaboration avec votre voisin qui est un diplômé. Comme ça, vous avez un échange de points de vue. Vous avez le Mexicain et puis l'étudiant, encore étudiant et étranger. Même si vous pouvez déjà enseigner le français, il ne vous manque plus qu'une certification pour en attester. Donc voilà la tâche pour la première année. Pour la deuxième année, nous n'avons aussi qu'un seul participant, donc apparemment oui, il n'y a pas je pense que d'autres étaient inscrits et devaient arriver. Au total, les camarades n'habitent pas en Mexique. Ouais. Alors au total, vous n'êtes qu'une dizaine d'inscrits en deuxième année, et le cours que vous avez à suivre à l'Université de Bourgogne, c'est 16D 115, dont vous avez reçu pour le moment 2 envois. Le troisième sera le 21 décembre. Et dans le troisième, vous trouverez un premier devoir qui vous sera proposé, devoir obligatoire. D'ailleurs, je le rappelle pour les étudiants de deuxième année de l'ALEF qui ne sont pas présents mais qui verront peut-être cette vidéo. C'est une UE qui est évaluée par contrôle continu. Donc, il est conseillé de faire les 2 devoirs pendant l'année. Comme ça, vous êtes tranquille. En juin, votre UE est validée. Vous n'avez pas d'examen à passer. L'évaluation se fait par la remise des 2 devoirs. Et la note finale est la moyenne des 2 devoirs. Alors le premier devoir qui vous est proposé, en fait, est une espèce d'analyse de votre expérience d'apprenant d'une première langue étrangère que vous avez apprise en contexte scolaire. C'est-à-dire, vous avez vécu votre vie au Mexique, vous aviez, évidemment c'est particulier, une langue maternelle
qui est double, à la fois le français de votre grand-père et l'espagnol de l'autre côté. Et donc vous avez eu une éducation bilingue. Oui, oui. Donc vous pouvez parler dans votre devoir mentionné en introduction la particularité de cette éducation bilingue. Et ensuite, une fois que vous avez été scolarisé dans un collège, la première langue étrangère que vous avez apprise en contexte scolaire, c'était l'anglais. Scolarisé en français. Ah, en français, au lycée français. D'accord. Donc ma école école primaire en français, collège, lycée français. Donc, dans le cadre du lycée français, vous avez eu des cours d'une première langue vivante étrangère en 6e. Oui, d'ailleurs, l'anglais, je suppose. L'espagnol était pour moi comme une langue étrangère. Au lycée. Au niveau scolaire, oui. Oui, mais alors, vous avez eu l'espagnol en LV1 ou LV2? J'ai commencé à avoir des cours d'espagnol en 6e. Oui. Au secondaire. Comme langue vivante 1. Comme langue vivante 1. Seulement l'espagnol, vous le connaissiez déjà en réalité. Déjà. Donc, alors, dans votre... l'anglais, oui. J'ai commencé à étudier l'anglais en 6e. En 6e, vous avez commencé. Donc, ce dont vous allez parler dans votre travail d'écriture, là, que vous allez faire ce matin et qui va vous servir aussi pour le devoir 1, vous allez parler de vos souvenirs d'apprentissage scolaire de l'anglais. En essayant à la fois de vous souvenir des activités de classe, de la manière dont le professeur enseignait. Est-ce qu'il vous parlait majoritairement anglais pendant l'ensemble du cours? La classe était en français. La classe était en français, ouais. Voilà. Donc tout ça, ça va vous donner des indices pour préciser de quelle méthodologie, éventuellement au pluriel, il pouvait s'agir. Parce que dans les classes, on pratiquait en général ce qui s'appelle un éclectisme méthodologique, c'est-à-dire un mélange de plusieurs méthodologies. Et vous avez pu donc avoir des aspects plus traditionnels, le fait de parler français dans un cours d'anglais par exemple, le fait de faire des exercices de traduction, d'avoir une démarche d'enseignement grammatical qui était très explicite et puis déductive, c'est-à-dire on vous explique une règle et vous devez l'appliquer. Ça, c'est la démarche explicite, déductive. Explicite parce qu'on utilise un métalangage grammatical, déductif parce que on vous donne d'abord la règle et ensuite vous devez l'appliquer. Donc des aspects comme ceci dont vous pouvez vous souvenir vont vous permettre de dire que par certains aspects, l'enseignement de l'anglais que vous avez connu à partir de la 6e, 5e, 4e, 3e, peut-être était plutôt de type traditionnel, mais il y avait peut-être aussi d'autres, vu que vous n'êtes pas si âgé que ça, vos années de lycée étaient dans les années 90 ou... J'ai fait mon bac en 87. 87. Donc quand même, dans les années lycée, c'était contemporain de l'approche communicative, dans les manuels qu'on trouve à partir des années 80. Ce qui veut dire que peut-être que dans les années collège, c'était plus traditionnel. Donc vous pouvez subdiviser votre travail en disant l'apprentissage de l'anglais pendant la période collège. Vous pouvez même encore subdiviser, si vous voulez, 5e, 6e et puis 4e, 3e, où vous traitez tout en mêlant vos souvenirs de ces années collège. Ensuite, vous faites les années l'anglais pendant les années lycée jusqu'au bac. Si vous avez continué l'anglais à l'université, ça fera une 3e partie, l'apprentissage de l'anglais à l'université, toujours avec la question avec quelle méthodologie, au pluriel peut-être, et si vous avez vécu dans un pays anglophone une expérience d'immersion, ça ferait une 4e sous-partie donc de votre devoir en disant bon ben l'immersion en Angleterre ou aux États-Unis ou au Canada, enfin, et vous analysez tout ça. Donc le but c'est d'écrire un texte qui fasse un va-et-vient entre votre expérience personnelle et une analyse des méthodologies
auquel vous avez été exposé finalement pendant ces années d'apprentissage. Donc ça, c'est la tâche des étudiants de deuxième année. Donc, et vous avez plusieurs tuteurs autour de vous pour confronter vos expériences. Et le but, c'est donc que vous produisiez sur l'ordinateur qui est devant vous un petit texte et après la pause, on pourra regarder ensemble et chaque représentant de chaque groupe. Alors comme les premières et les deuxième années, vous faites un groupe presque à vous tout seul. Pour la première année, vous allez exposer votre propre production et vous... Tout seul. Non, vous travaillez à partir de votre expérience, mais vous le mettez en commun, vous travaillez avec au moins 2 ou 3 des tuteurs, peut-être 3. Vous vous mettez, par exemple, vous pouvez vous mettre avec lui et vous confronter, c'est-à-dire que vous, en parlant de votre expérience aux autres, vous allez écrire avec elles, et puis elles peuvent vous apporter leur éclairage personnel, puisqu'elles ont déjà fait ce travail, elles, quand elles étaient en deuxième année de la LEF, et même en troisième année, parce que je vais venir maintenant à la troisième année. Alors en deuxième année, vous ne parlez que de la première langue vivante que vous avez étudiée, à savoir l'anglais, donc pour vous. Maintenant, je passe avec le groupe de troisième année. Et l'UE 16D 362A, donc, qui est une réflexion sur l'apprentissage du Nahuatl. Et comme vous savez, vous avez sans doute une validation par l'UPN en Nahuatl dont s'occupe votre professeur Ruth Briones, me semble-t-il. Et avec moi, vous n'aurez pas un examen à passer, mais l'UE est validée par la remise d'un rapport d'apprentissage du Nahuatl. Alors ce rapport d'apprentissage est normalement structuré en 3 parties. Vous savez, les Français, on aime bien structurer. Donc 3 parties. La première s'appelle Parcours en langue ou biographie langagière. Et vous pouvez me la soumettre en tant que devoir numéro 1, normalement vers le 20 décembre, 21 décembre. Vous trouverez un lien pour le déposer sur la plateforme. Bon, si ce n'est pas prêt à ce moment-là, vous pourrez encore le déposer jusqu'à début janvier. Et alors, la partie parcours en langue, c'est pas ça que vous allez travailler aujourd'hui, parce que finalement, vous l'avez déjà un peu fait l'an dernier en D115. Alors, par contre, un conseil pour les troisième années, pour cette partie biographie langagière, donc, vous reprenez le travail que vous avez fait en D115, mais qui ne portait que sur une des langues apprises en contexte scolaire, et surtout vous ne reprenez pas le même texte que vous m'aviez envoyé en D115, parce que il y en a qui font ça, ils ressortent le fichier de l'année dernière sans avoir intégré les corrections que j'y avais apportées, parce que si j'ai pris soin moi de corriger votre devoir en D115, de vous scanner une correction, de vous la redéposer sur la plateforme, que vous en tiriez profit. Donc vous imprimez le fichier du devoir corrigé de l'année dernière, vous l'imprimez et vous le retravaillez avec les conseils de développement ou de demande de précision que j'ai pu inscrire à côté de votre devoir, et surtout en intégrant toutes les corrections grammaticales ou orthographiques que j'ai pu faire, de manière à ce que et vous prenez ça donc comme ça, ce sera la première sous-partie de votre parcours en langue, mais c'est pas tout. Après, vous avez en général étudié une deuxième langue étrangère, à part l'anglais qui est souvent votre première langue. Vous avez étudié le français. Vous êtes mexicain, c'est une deuxième langue étrangère que vous avez pu étudier soit dès le collège, le lycée, soit plus tard à l'âge adulte, à l'université ou à l'Alliance française ou ailleurs. Donc vous allez faire une deuxième sous-partie sur l'apprentissage du français, puis si vous avez étudié d'autres langues, vous pouvez parler de l'apprentissage de l'italien, de l'allemand, du russe, etc. Latin, du grec aussi, pourquoi pas, avec méthodologie vraisemblablement traditionnelle. Mais donc ce sera toute votre biographie
Donc toutes les langues que vous avez étudiées et vous consacrez une partie par langue. Donc première partie parcours en langue, 1 l'anglais, enfin 1 l'apprentissage de l'anglais, 2 l'apprentissage du français, 3 l'apprentissage de l'italien, etc. Et toujours avec la même préoccupation qui est d'analyser avec quelle méthodologie on vous a enseigné ces différentes langues. Donc ça, première partie du rapport. La deuxième partie, c'est la réflexion sur l'expérience, l'analyse de cette expérience d'apprentissage que vous avez faite avec la plateforme de l'UPN. Donc, ce que vous pourriez faire aujourd'hui dans le cadre de cet atelier, c'est penser à faire le début de cette partie en commençant par un préalable qui est, avant de commencer l'étude du nahuatl, quelle était ma représentation de cette langue ? C'est-à-dire, en tant que Mexicain, vous saviez qu'il y avait une culture nahuatl précolombienne, vous êtes allé au musée d'anthropologie, où vous connaissez peut-être des gens qui parlent encore cette langue. Vous aviez ce qu'on appelle une représentation mentale du nahuatl, de la culture nahuatl, des gens qui parlent cette langue. Donc vous pouvez commencer par là, ça peut servir d'introduction à mes représentations de la langue nahuatl avant de commencer l'apprentissage. Donc ça pourrait être une partie de l'introduction. L'autre partie, en général, c'est présenter la langue nahuatl en racontant, bon, c'est une langue précolombienne, etc., dans quelle ère géographique elle a été parlée, enfin des données plus historiques ou linguistiques, hein, de quel type de langue il s'agit, dans les familles de langues, etc. Donc vous pouvez démarrer selon cette partie introductive, hein, de la deuxième partie du rapport, en choisissant, parce que vous êtes combien là de troisième année? 1, 2, 3, vous n'êtes que 3 finalement, avec des tuteurs qui ont déjà fait cette partie. Donc soit vous faites 4. Non, mais je crois que je vais changer, je n'ai pas fait le deuxième année. Comment? J'ai pas fini la Ah, vous n'avez pas fini la deuxième année. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous devez faire encore comme cours de deuxième année? Oh, j'ai oublié les noms. Est-ce que vous avez déjà validé 115 ou pas? Non, pas. Alors à ce moment-là, vous allez travailler avec vous allez travailler, ah ben c'est bien, donc Monsieur Arnaud a 2 tutrices et vous allez vous mettre avec les 2 tutrices diplômées et vous faites le même travail que votre camarade Alain Arnaud, donc vous préparez votre travail de D115. Donc maintenant, vous êtes 2 de troisième année, vous pouvez à 3, ah oui, vous êtes, je vous voyais déjà diplômé, vous. Donc, vous pouvez faire deux groupes éventuellement et travailler un groupe, mes représentations préalables du nahuatl, et l'autre groupe, exposer un petit peu ce que vous savez sur la langue, par exemple. Qu'est-ce que vous préférez travailler, vous? Parce que si on peut faire la recherche... Ah bien sûr, vous pouvez. Oui. Oui, non, mais bien sûr. Alors justement, on a une salle connectée pour ça. Vous pouvez. Alors, je reprends. Donc pour le travail des troisième années, bien sûr, et même pour les autres, vous avez des ordinateurs accès à Internet. Le but, c'est que vous produisiez un texte, donc vous allez ouvrir un document Word, je vois que c'est déjà fait ici, et écrire. Mais comme vous me posiez la question, bien sûr, pour écrire à propos du nahuatl, vous avez éventuellement besoin de consulter des sites, alors consulter éventuellement des sites plutôt en espagnol, et alors sans traduire littéralement, mais vous puisez une information. Évitez le Wikipédia en
français, hein, parce que franchement, c'est pas fiable, et puis ça sert à rien de faire du copier-coller de Wikipédia, c'est pas très utile. Donc, vous choisissez de chercher une information sur la langue nahuatl, et alors soit vous avez le choix, hein, entre vous, soit vous travaillez avec monsieur et information sur la langue nahuatl, soit avec monsieur sur mes représentations de la langue nahuatl. D'accord? Alors moi je circule d'un groupe à l'autre pour vous aider, éventuellement vous guider dans la rédaction en français. Et on fait ça jusqu'à la pause, jusqu'à ce qu'il y ait un texte produit. Après la pause, on reprend vos productions. Madame. Oui, c'est ça. C'est comme ce qu'on pensait. On ne trouve pas pour mettre les accents sur mon temps. C'est comme la... Voilà, c'est cédille. Ah, la cédille. Avoir un... Oui, et après, on clique là. Oui. Dans la révision orthographique, vous pouvez choisir la langue. De rédiger le rapport d'affaires. La réflexion, la culture, c'est ça qui m'intéresse. Je pense que c'est très important. Si la traite d'essayer de terminer. Ouais, alors mettez toujours un espace avant les. Alors, donc on va commencer à reprendre. Je vais afficher. Les fichiers se sont mis par ordre alphabétique. Donc, on va commencer par une production d'une étudiante de 3e année. Alors, attendez, j'ai d'autres choses qui s'affichent. Voilà. C'est peut-être écrit un peu petit. C'est calibré 11. Je vais grossir le texte pour que ce soit plus facilement lisible à l'écran. Voyons 12, qu'est-ce que ça donne? C'est assez gros ou je grossis encore? Plus, 14, voilà, là c'est la taille est bonne. Alors tant que j'y suis, vous savez, ce qu'on attend dans la présentation des devoirs, hein, c'est un détail, ce qu'on appelle la justification à droite. Quand vous présentez un texte, vous sélectionnez le bouton que vous allez voir là avec mon pointeur. Voyez, c'est ça, justifier le texte, texte justifié à droite et à gauche, et voilà, ça se met automatiquement comme ça. Bon, tant que j'y suis pour les détails de présentation, puisque vous rédigez des devoirs en 2e année ou bien en licence, il est d'usage, je vous ai fait écrire avec l'usage français des signes de ponctuation, contrairement à ce qui se passe en anglais, probablement en espagnol. Nous, en français, on met toujours un espace entre avant et après le 2 points. Alors là, vous avez tapé un espace à la main, ce qui fait qu'il est assez gros, mais sinon, en général, normalement, moi, sous mon Word, ça se fait automatiquement, c'est-à-dire quand je tape... Ah non, ça ne se fait pas. Donc, je peux taper espace insécable avec une touche et comme ça. Et ça c'est important, l'espace insécable, parce que si ce mot, la capitale, était au bout de ligne et que vous tapiez uniquement un espace, vous pourriez avoir les 2 points qui passent tout seuls en début de ligne, ce qui typographiquement serait pas bien. Hein. Donc là, avec ça, vous évitez le risque. Même si après vous écrivez autre chose, vous rajoutez une phrase et tout d'un coup la capitale se trouve au bout de ligne, les 2 points resteront toujours collés. Ça s'appelle un espace insécable. Insécable, ça veut dire qu'on ne peut pas couper. Alors, autre chose aussi, en français, on fait ce qu'on appelle un alinéa, c'est-à-dire en début de paragraphe, vous avez un retrait qui correspond à peu près à 3 caractères. Alors, ça ne se fait pas avec la touche tabulation, ça se fait avec ça.
voyez, je pointe sur ce triangle, on appelle ça retrait de la première ligne et je le bouge jusqu'à ici, ça suffit. Hein. Donc il y a des gens qui font ça avec la touche tabulation, du coup il y a 2 cm, c'est trop. C'est mieux de le régler. Une fois que vous l'avez réglé au départ, quand vous ouvrez votre document sous Word, ça reste comme ça et ça se fait automatiquement dans les paragraphes suivants. Là, supposez que je ramène ça à la suite, hop, changement de paragraphe, vous voyez, l'alinéa revient tout seul. Donc ça, c'est des détails de mise en page, mais non, c'est le contraire, je vais aussi faire l'alinéa plutôt que de le refaire manuellement, je reviens, tac, et il se refait tout seul. Là, vous voyez, bon, là, j'ai refait, montrer pour... Voyez, vous avez ici une image du texte, une présentation qui est celle qu'on attend pour celle d'un document Word que vous envoyez à vos professeurs en France, enfin, que vous mettez sur la plateforme. Donc voilà pour le détail. Maintenant, ben, l'auteur, donc c'est Ana Luisa, si vous voulez venir nous dire ce que vous avez écrit. Donc j'ai choisi la présentation du Nahuatl et surtout je voulais parler sur l'espace géographique où il se parle et où il est parlé et auprès de la grammaire aussi. Et le Nahuatl appartient à la famille des langues indigènes les plus parlées dans notre pays. Est-ce que je dois parler aussi? Oui, vous pouvez changer un peu, mais tout le monde a le texte sous les yeux. Si vous voulez l'oraliser, il n'y a pas de problème. Bon, alors pour moi, toute cette information est totalement nouvelle. Oui. Je ne savais rien auprès de Nahuatl. C'est très intéressant pour moi. À Acapulco, où j'arrive, les indigènes parlent français. Pas français, mais québécois. C'est très sûr. C'est très intéressant. Oui, quelques indigènes parlent le québécois parce qu'ils font des commerces avec ces choses. Et les Canadiens qui vont là-bas depuis le mois de novembre, septembre, et qui restent là pendant l'hiver. Ils restent à Acapulco. Alors, ils ont appris le québécois pour communiquer avec eux. Très bien, pour communiquer avec eux. Pour communiquer avec eux, oui. Alors, pour moi, c'est très intéressant ça. Ce sont les États où il est parlé. Ces États étaient une partie du territoire Nahuatl anciennement. On est en train d'apprendre le Nahuatl dans la lettre, mais ce n'est pas le Nahuatl classique, ça c'est aussi une chose nouvelle pour moi, c'est une variante de cette langue. Et auprès de la grammaire, j'ai appris que, avant la grammaire, il faut savoir que pourquoi nous avons maintenant une grammaire du Nahuatl. C'est parce que la conquête espagnole a été fondée sur cette triple alliance México, Texcoco, Tacuba, des indigènes. Alors, ils ont besoin de faire la documentation et ils ont choisi le Nahuatl, je ne veux pas l'anglais, parce que c'était la langue du pouvoir. C'est intéressant aussi de savoir que le système phonologique de Nahuatl n'est pas loin du système espagnol, je ne savais pas. C'est le mot qui se forme en accolant des morphèmes, c'est le système phonologique, pas la grammaire, pas la syntaxe, mais le système phonologique. C'est ce que je trouve. Très bien, merci. Donc, on n'est pas loin du système espagnol. Là, je vais juste enlever le E. Les mots se forment en accolant des morphèmes, ceci exprimant une catégorie grammaticale. Est-ce que c'est ce qu'on appelle une langue agglutinante? Oui. Oui, d'accord. Donc c'est quelque chose que vous pouvez préciser aussi. Okay. Bon, ben merci. C'est bien d'avoir fait cette petite introduction.
Et il y avait très peu d'erreurs qui subsistaient. J'ai corrigé conquête avec, quand vous avez en espagnol ES, c'est là, c'est le complexe. Ça devient en français, bon pas toujours, mais là, conquista en espagnol, conquête en français. En ancien français, c'était conquest, et le S s'est amui au cours de l'histoire du français, et à cause de l'amuissement du S, la voyelle s'est allongée. Et cet allongement a longtemps était écrit, on continuait à écrire S encore au XVIe, au XVIIe, et puis il y a eu une réforme orthographique assez tard qui a décidé de supprimer le S dans la graphie et de mettre un accent circonflexe qui note la longueur de la voyelle. Longueur qui n'est plus guère sensible à l'époque actuelle d'ailleurs. La conquête, voilà. Bon, c'est... Oui, alors voilà, c'est pas toujours et accent aigu parce que école qui était escole, c'est devenu école avec un et accent aigu, donc c'est pas toujours l'accent circonflexe. Bon, ben très bien. Oui. Oui, je vous en prie. Est-ce qu'on, moi, comme étudiant de la LEF, je vais étudier le nahuatl classique? Non, non, vous allez étudier le nahuatl avec un programme de l'UPN qui correspond, je crois, au nahuatl de Veracruz, c'est ça? C'est le nahuatl moderne. Un nahuatl parlé actuellement, mais il y a beaucoup de variétés de nahuatl avec des traditions graphiques, des systèmes de transcription un peu différents. Donc, vous allez apprendre une variété qui a servi de base à l'élaboration du programme réalisé par l'UPN. Alors justement, puisqu'on est sur le nahuatl, on va continuer avec un nouveau document qui est présentation du nahuatl. Donc ça, je peux supprimer. Alors, si je veux faire les débuts de paragraphe avec retrait de l'alinéa, voilà. Vous voyez, là, ça fait l'équivalent à peu près de 2-3 caractères. Si je veux que les alinéas soient partout, je ramène chaque paragraphe au précédent, puis je refais un passage à la ligne et du coup ça revient. Donc vous voyez, c'est ça, programmez-le au moment où vous commencez à élaborer votre document et vous avez comme ça une image du texte qui est conforme aux normes de présentation usitées en France. Et on fait ça depuis le premier paragraphe? Oui, quand vous ouvrez votre document, vous placez le curseur retrait de la première ligne à 3 caractères, voyez, et après vous écrivez, ça se fait automatiquement. Quand vous appuyez sur la touche passage à la ligne, là ça vous fait un nouveau paragraphe. Bon, après, on n'est pas forcé de faire toujours un espace comme ça entre les paragraphes. C'est des choses qu'on peut régler, que vous savez faire, je suppose, avec Word. Bon, à vous donc. Alors, bon, je voudrais bien vous parler un peu de l'histoire et de l'origine du nahuatl. Et le nahuatl veut dire, c'est composé de 2 morphèmes. Nahuatl signifie son et atl signifie eau. Alors, cela veut dire c'est son de l'eau. Après, alors, le nahuatl vient d'un peuple natif d'Amérique centrale. Au Mexique, il y a, comme la professeure avait dit, ce sont environ 20 variations. Par exemple, dans le stade de Veracruz, Durango, México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, et une partie de Mexico, la capitale. Alors, à la capitale était parlé le nahuatl classico, qui s'est déjà disparu. Actuellement, c'est comme le nahuatl standard, c'est le nahuatl de la Huasteca Potosina. Après, on est ici, la famille nahuatl était célèbre grâce à la famille aztèque ou mexica, ce sont 2 synonymes, au XVIe siècle, qui était la langue officielle de Mexico, Tenochtitlan, jusqu'à la conquête espagnole. Après, c'est dans les dernières années, le nahuatl est apparu dans certaines villes, comme par exemple aux États-Unis, c'est notamment New York, Los Angeles et Houston.
Et bon, c'est grâce à la communauté, par exemple, de Puebla, qui sont les immigrants qui sont habités là-bas, mais ramènent aussi la culture et leur langue. Et aussi, le nahuatl est parlé et 1,2 million de personnes, de Mexicains. Ok, voilà. Alors, vous allez tous être amenés donc à rédiger votre rapport d'apprentissage du nahuatl et en même temps, vous allez présenter des mots nahuatl et expliquer leur signification en français. Donc, c'est juste une convention. Quand vous citez un mot dans une langue étrangère, il est d'usage de le mettre en italique. Donc c'est ce que je suis en train de faire et en revanche la signification vous la mettez entre guillemets. Donc là je rédige en fait votre premier paragraphe où il va falloir revoir le début parce que vous avez alors on peut dire que le nom, on va dire le nom nahuatl est formé de 2 éléments ou de morphèmes. J'ai oublié. Voilà. Donc le nom nahuatl est formé de 2 éléments, 2 points. Nawa signifie son. Et vous voyez Nawa, donc je mets en italique, et alt signifie eau. Donc, atl, d'accord, oui, on va corriger. Atl, je faisais tout le temps l'erreur moi au début. Atl signifie eau, donc nahuatl signifie son de l'eau. Donc vous voyez, la façon que vous allez utiliser de présenter les mots nahuatl. Vous mettez le mot nahuatl en italique et quand vous le traduisez en français, la traduction entre guillemets. Alors si vous trouvez les guillemets français, c'est mieux, sinon tant pis. Et pour les guillemets, est-ce qu'il faut laisser un espace Alors quand vous utilisez le guillemet français, oui. Avec cela, non. Ça peut aller comme ça. Alors le nahuatl vient d'un peuple natif d'Amérique centrale et au Mexique, il y a plus de 20 variantes dans les différents États, d'accord. Alors, quand une possibilité que je vous montre, c'est correct d'écrire comme ça. Oui. Vous pouvez le mettre en... Est-ce que j'ai... merci. En exposant. D'habitude, sur mon Word à moi, j'ai le raccourci exposant. Voilà, exposant. Bon, d'habitude, on fait juste un... alors, OK, où est passé le OK là en bas? Il faut que je réussisse à descendre. Pourquoi ça ne descend pas? Ouais, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas descendre. Parce que ils m'ont changé mon format de... Ah si, OK, j'arrive à trouver le OK sur le côté, ça y est. Donc, du coup, j'ai mis en exposant. Alors, normalement, quand on règle les boutons avec Word, on peut choisir d'avoir parmi les boutons là-haut, à côté de gras, italique, souligné, on peut avoir... non, ça c'est pour les soulignés. On peut avoir exposant aussi. Mais bon, là, je ne sais pas pourquoi ça y est, ça a disparu. Dans les dernières années, dans certaines villes comme New York, la plus grande commune, d'accord, par 1,2 million de Mexicains. Bon, c'est très bien. Alors, j'enregistre votre... Alors, exposant, ça veut dire
Ça veut dire que la lettre se met en haut. Alors il y a indice, c'est quand ça se met en bas, exposant c'est quand ça se met en haut. C'est comme que le mètre carré, quand vous écrivez mètre, et le 2 de mètre carré, il se met un peu plus haut. Ça s'appelle en mathématiques un exposant. Voilà. La famille Nahuatl était célèbre, c'est-là? Était célèbre grâce à la famille aztèque ou mexica au XVIe siècle, qui était la langue officielle de Mexico, Tenochtitlan. Tenochtitlan. C'est Tenoch. Ce n'est pas Teco, c'est Tenoch. Non, ah d'accord, voilà. Tenochtitlan, jusqu'à la conquête espagnole. Une question. Pourquoi la famille aztèque? Parce que sur l'ordinateur, c'est marqué les différentes familles des langues. Ça s'appelle la famille Nahuatl, la famille aztèque, la famille... toutes les langues qui existent au Mexique, ils le mettent comme des familles. C'est pour ça qu'on a une famille aussi. C'était marqué sur le linéal, sur la page linéale. C'est marqué des familles. Ça veut dire le Nahuatl fait partie. La famille aztèque, parce que je suppose qu'il y avait différentes sortes de langues. Oui, bien sûr. Comme le Nahuatl, il y a différents Nahuatl, les classiques et tout ça, et ça forme une famille. C'est pour ça que c'est une famille. Nous on a mis comme c'était marqué sur le. Bon, je ne vous refais pas le coup des alinéas, vous avez tous vu comment faire, donc je vous laisse la parole. D'accord. Bon, là, étant donné la nature du texte, c'est quelque chose de plutôt... C'est une approche un peu plus personnelle. Alors, bon, ce n'est pas exactement de l'information que l'on peut trouver dans un livre, mais c'est quelque chose que l'on va décrire à partir de soi. Alors, bon, là, à propos de mes représentations sur la langue, bien avant commencer le cours de Nahuatl à l'UPN, je n'avais aucune idée. Même pas des aspects grammaticaux, phonétiques, rien. Et normalement, bon, c'est là, les Mexicains on le sait, le Nahuatl et même les langues originaires, les langues autochtones ne sont pas trop connues, même pas comment ça s'écoute, rien. C'est un peu comme des langues oubliées, voilà. Et bon. Là, je mentionne un peu que le système éducatif à Mexico, pas au Mexique, parce qu'il y a des lieux, des régions où ça s'étudie en fait. Mais bon, à Mexico, on sait que ça ne se fait pas, sauf si on a l'intérêt de l'étudier, comme au CL ou dans une école. Bon, voilà. Alors là, bon, je crois que comme c'est un texte personnel, on a le droit à mettre des jeux, des opinions et tout ça. C'est pourquoi j'ai mis des choses comme je trouve que ce manque d'intérêt envers les langues autochtones est systématique de la part des institutions. Et bon, puis, bon, je continue sur la même chose, non, le jeu. Et c'est un peu l'idée un peu répandue qu'on a de cette langue, régionale. Je pensais que cette langue était utilisée dans des communautés éloignées des grandes villes. Et la première fois que je l'ai entendue, c'était dans un marché. Et cette fois-là, je me rappelle que les personnes qui parlaient cette langue très étrange pour moi, c'était des personnes qui ne semblaient pas des citadins. Alors là, ça commence un peu aussi, cette idée, ces préjugés envers les personnes qui parlent une autre langue, surtout une langue autochtone. Hein. Et bon. D'accord. Puis, après avoir suivi le cours élémentaire de Nahuatl à l'UPN, je vois que l'usage de cette langue se perd très rapidement. Et bon, ça c'est malheureux, car ces langues pourraient nous faire tourner vers nos propres racines, comme pays, comme région. Là, à cette époque de la mondialisation, c'est un peu difficile à
à trouver une propre représentation de soi. Alors on commence à nous voir comme des Américains, comme toute l'Amérique du Nord, comme des citoyens du monde. Et ça, je crois qu'il y a un point positif et aussi des points négatifs, non? Parce qu'on commence à oublier ses propres racines, et je crois que ça, c'est dangereux à la rigueur. Très bien, merci. Je suis en train de vous mettre de la clé USB. Oui. Alors je remonte au premier paragraphe. Attendez, hop. À propos, alors en fait c'est un titre, c'est pas. On pourrait, à propos de, bon, c'est comme au sujet de, mais je pense on pouvait, si on considère ça comme un titre, on va mettre représentation de la langue nahuatl peut-être, avant de commencer l'apprentissage, et ce sera le titre. Voilà, mes représentations de la langue nahuatl avant. Alors, si c'est, voyez, si c'est la deuxième partie du rapport, avant ça, on aura un grand 2 qui va être le titre de deuxième partie. Analyse de l'apprentissage, ou bien mon expérience d'apprentissage du nahuatl, comme vous voulez, vous mettez un titre. Voilà, et premièrement, à l'intérieur de cette partie, vous pouvez mettre grand 1, voilà mes représentations de la langue nahuatl avant de commencer l'apprentissage, par exemple. Ensuite, quelques données d'informations sur la langue nahuatl, comme ce qu'a écrit votre camarade. Ensuite, comment j'ai abordé mes débuts en nahuatl avec le programme interactif de l'UPN, et vous décrivez votre apprentissage de l'unité Tiankis, là, marché. Donc vous pouvez décrire le matériel, la façon dont il fonctionne, décrire ce que vous avez appris, les difficultés que vous avez, les difficultés rencontrées, la manière de les résoudre, l'interaction avec la professeure qui vous guide, c'est toujours Ruth Briones qui s'occupe de vous pour le nahuatl. Ensuite, vous pouvez parler de comment vous avez fait pour mémoriser, enfin pour valider l'unité. Il y a plusieurs. Vous structurez comme vous voulez, mais il y a 2 points importants. C'est que ce soit une présentation structurée, donc vous faites des sous-parties avec des titres, des sous-titres, etc. Et 2, vous essayez d'analyser vos stratégies d'apprentissage. Et pour les analyser, vous pouvez utiliser les outils qui sont fournis dans le cours, qui sont les différentes grilles d'analyse des stratégies d'apprentissage. Vous aurez ça, je crois, c'est dans le 3e envoi du cours. Et si on avait le temps, je vous montrerai là. Mais oui. Par exemple, quand on dit cette langue, je savais, comme tout le Mexicain, qu'il s'agit, pourquoi pas qu'il s'agissait d'une langue. Oui, j'ai aussi. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi je n'ai pas corrigé quand je suis passée près de votre camarade? Parce que. Alors c'est. Qu'il s'agissait d'une langue. C'est dans le premier paragraphe. Voilà, le 2e ligne. Je n'avais aucune idée des aspects. Je savais, comme tous les Mexicains, elle existe toujours, donc il s'agit. Mais après, qui s'est parlé. Oui. Se parle, non? Ce n'est pas. Oui, elle se parle encore. À ce moment-là, on peut dire qu'ils se parlent. Oui. C'est-à-dire, elle se parlait et qui se parle encore, alors on peut dire. Bon, voilà, comme ça, vous avez raison, c'est mieux d'harmoniser dans les 2
dans les deux propositions, hein, la complétive, je savais qu'il s'agit, parce qu'en concordance des temps, c'est vrai, on vous apprend à dire je savais qu'il s'agissait, mais en même temps, c'est toujours vrai. Donc c'est un peu une exception quand il s'agit d'une vérité générale, hein, le nahuatl est une langue... où je savais qu'il s'agit d'une langue précolombienne qui se parle encore. Alors elle se parlait davantage autrefois, c'est sûr, mais bon, elle se parle encore. Voilà, c'était un détail. C'est bien. Alors enregistrer, fermer, voilà. Alors, bon, en général, je vous explique. J'ai commencé, j'étais en sixième. En sixième, c'est déjà le collège en France, mais ici au Mexique, c'est l'équivalent de sexto et primaria. Ouais. Non? Oui. Parce que le collège en France, ça dure 4 années. Et bon, j'avais 12 ans. Je parlais déjà français, je parlais espagnol. Et j'avais déjà voyagé aux États-Unis. Mais sans parler anglais, non, sans parler bien anglais. Je savais que c'était une langue importante à apprendre. Je savais, non, parce qu'il y avait beaucoup de films en anglais, et parce qu'on me le disait, non, on le dit tout le temps, qu'il fallait apprendre l'anglais, mais bon. Alors j'avais 12 ans, je ne parlais pas du tout anglais, et l'approche au lycée était une approche totalement verticale, c'est-à-dire c'était le prof qui parlait, c'était le prof qui disait tout, et les élèves notaient, les élèves faisaient les exercices, les élèves faisaient les devoirs, mais ne participaient pas beaucoup à la classe. Comme élève, moi je me souviens que je ne parlais pas du tout en classe. D'habitude, les profs étaient des femmes, c'était des enseignantes, et c'était des Françaises qui donnaient la classe en français, expliquaient l'anglais en français, et on ne parlait jamais en anglais en classe. Il n'y avait pas de magnétophone, il n'y avait pas d'exercice de compréhension orale. Alors, comment ça se passait le cours? La prof, elle notait le vocabulaire sur le tableau, elle expliquait le vocabulaire en français, elle donnait des explications de grammaire, et après on faisait la lecture. Là on parlait un peu anglais, non? On peut dire, parce que la prof corrigeait notre prononciation. Après on faisait des exercices sur le cahier d'activité, sur le cahier d'exercice. Et il y avait des devoirs à faire à la maison. Et c'était tout, non? C'était... Ah bon, le cours durait... Il y avait 3 cours par semaine. Chaque cours durait 1 heure. Alors il y avait 3 heures par semaine. Et ça, c'était depuis la 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première et terminale, pendant 7 ans. Mais au bout de 7 ans, moi je ne parlais pas anglais. Je ne comprenais pas les films en anglais, je ne comprenais pas les chansons en anglais. Et quand j'avais des interactions avec des Américains ou avec des Anglais, je pouvais avoir des interactions, mais très comment est-ce qu'on dit, très élémentaires. Non, je pouvais échanger de l'information, je m'appelle comme ça, comment tu t'appelles, mais je ne pouvais pas avoir une interaction plus profonde. Non? Quoi d'autre? Ah bon, à la fin, après mon bac, je suis entré à l'université mexicaine, j'ai continué à apprendre l'anglais, et c'est là que j'ai appris à le parler. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'un échec complètement de l'apprentissage de l'anglais, non, mais ce n'était pas un apprentissage complet. Non. Alors là, attendez, il me manque une partie de l'écran. Voilà, en conclusion, il s'agissait d'une méthodologie traditionnelle
C'est important de le dire, hein, parce qu'en fait, vous évoquez dans ce travail vos souvenirs de classe, mais le but est de dégager de quelle méthodologie il s'agissait. Donc là, vous reprenez les éléments, vous l'avez bien fait. C'est un enseignement grammatical de type explicite et déductif, un enseignement vertical, les élèves ne participaient pas. Et voilà, donc c'est ce qui vous permet d'affirmer qu'il s'agissait d'une méthodologie traditionnelle. Alors sinon, qu'est-ce que j'ai corrigé? À un moment donné, il y avait faire les questions. J'ai remplacé par poser des questions. Par exemple, ici, est-ce qu'il faudrait que comme... Voilà, c'est ici, vous voyez, vous aviez mis on faisait toutes les questions en français, j'ai mis on posait toutes les questions. Bon, on dit plutôt poser une question que faire une question. Oui. La dernière ligne du premier paragraphe. La dernière ligne du dernier? Du premier. D'ailleurs. Non, c'est pas dans le premier, c'est un peu plus loin. Alors. C'était après. Non, c'est le troisième mot. Alors, les livres d'anglais étaient complètement en anglais, livres de l'élève et cahiers d'examen, mais les professeurs traduisaient le contenu. Et après, on lisait les textes, on faisait les exercices, mais on posait toutes les questions en français. Non, c'est un peu plus bas. Là. Encore. D'ailleurs. Ah oui. D'ailleurs, il était rare, oui. On peut mettre une virgule après. La participe, c'est le subjonctif, non? Alors, d'ailleurs, il était rare que les élèves participent ou posent des questions. Oui, participe ici. C'est le subjonctif. Voyons. C'est exactement le même. Il était rare que les élèves fassent. Oui. Morphologiquement, c'est identique. Si vous avez un doute, vous pouvez vérifier en changeant de verbe. Vous prenez un verbe dont la morphologie est différente au subjonctif et vous dites il était rare que les élèves fassent des exposés, par exemple. Et à ce moment-là, il était rare que les élèves fassent. C'était pas fassent, c'est clairement le subjonctif, puisque l'indicatif ce serait font. Il était rare que les élèves font des exercices, non fassent. Donc voilà, pour savoir le mode, hein, vous mettez un verbe dont la morphologie est différenciée. Bon, ben, très bien, merci. Alors il nous reste votre camarade de première année. Voilà, l'EF première année, alors qui nous a fait un topo sur l'éducation et à partir de son expérience. Bon, j'ai commencé par vous poser une question. C'est la même question que je me pose même, parce que Mandela, comme vous savez, vous connaissez l'histoire de Nelson Mandela. Ouais. Alors, lui, vraiment, il a dit que l'éducation, c'est une armée très puissante qu'on peut utiliser pour changer le monde. Et parce que vous savez, nous vivons dans une société, et il y a des gens qui accusent donc les dirigeants, les autorités, disant qu'il y a des choses qui ne marchaient pas. Mais moi, je pose toujours la question, par exemple, à mes élèves, quand ils parlent d'une société. Partez de votre texte, là, sinon on n'a plus que 5 minutes, c'est pour ça. Oui, alors, là, dans ce cas, moi j'ai pris ça, j'ai pas tout écrit, mais j'ai constaté, je disais, une expérience vivante. C'est une chose que j'ai vécue comme Burundais, parce que dans mon pays, vraiment, la conception de l'éducation, surtout à l'école, c'est très différent. Ici, par exemple, quand j'enseigne, je dois donner, par exemple, 1 heure, par exemple, de rappel général avant l'examen. Mais au Burundi, quand on commence à enseigner, c'est déjà considéré qu'on connaît. On n'a pas besoin de reprendre. Et même ici, je vois que les élèves, oui, il y a trop d'écoles, mais les élèves, quand ils sont là, oui, ils pensent qu'ils sont bien éduqués. Et quelquefois, même quand on est adulte, on pense qu'on n'a pas besoin de correction. Oui, alors moi, je pense que l'éducation, comme je dis, c'est quelque chose, c'est de la vie, c'est la vie même. On vit, on apprend, donc l'éducation c'est un apprentissage continu.
Et cet apprentissage nous aide aussi à connaître les gens qui nous entourent, donc à travailler avec eux, même au travail. Et comme ça, cela peut changer les mentalités de certains qui pensent que les choses doivent marcher comme ça, comme moi j'ai appris. Mais parce que quand on écoute, on voit que les choses marchent d'une autre façon. Alors, dans le sens de changer le monde, je ne parle pas du monde, l'Asie, l'Afrique, l'Europe, non. Je parle de nos mondes, nos propres mondes. Parce que j'ai un monde personnel et dans ce cas, si j'apprends à vivre avec les gens, je crois que même l'éducation que j'ai reçue dans ma famille peut aussi m'aider à vivre avec le reste. Et si j'ajoute l'éducation aussi que je reçois à l'école, cela aussi peut m'aider à construire une société digne, juste, une société qui pense au bien commun. Et je crois aussi à cette phrase de Mandela qui dit que l'éducation est une arme très puissante qu'on peut utiliser pour changer le monde. Pas prendre des armes disant « Ok, je vais tuer celui-ci, comme ça je vais rester heureux ». Donc je pense que si on a bien appris, on va connaître les valeurs, donc le droit et nos limites. Donc c'est ce que je dis, que d'après l'expérience, je vois que c'est une manière de vivre un travail de toute la vie, oui, de toute la vie. Et je vois que comme professeur, j'ai choisi ce thème justement parce que je sais que nous sommes ici pour un objectif, un but commun. Nous voulons être éducateurs et je crois qu'aussi comme professeur, nous devons aussi apprendre beaucoup pour connaître qu'est-ce que nous devons donner. Réellement, nous avons quelque chose à partager avec nos étudiants et nous voulons changer cette société. Alors, je crois que nous avons devant nous des jeunes, des futures générations donc, qui vont être présidents, députés, etc. Alors, si nous leur donnons des valeurs, je crois aussi que nous pouvons participer à ce changement du monde. Donc, c'est ce que je pense. Merci, c'est très bien. Donc vous avez un peu varié dans votre exposé par rapport à ce que vous aviez écrit, mais bon, j'ai fait défiler ce que vous aviez écrit. Donc, alors que l'injuste, et ça veut, on va plutôt employer le subjonctif ici, l'injustice, le substantif, pardon, l'injustice, oui, alors si vous considérez que l'injustice, l'inégalité sociale sont deux aspects de la même chose, vous pouvez faire un accord au singulier du verbe. Si ce sont deux choses différentes, vous mettrez plutôt le verbe ici au pluriel. Mais comme que l'éducation est la seule arme, nos mondes personnels, bon. Écoutez, merci. C'était. Ses devoirs, on connaît ses droits, ses devoirs. Là, pour terminer, je dirais que plus on apprend, plus on connaît ses droits. Oui, merci d'avoir vu ses devoirs et ses limites. Et on devient plus sociable qu'avant. Oui, j'avais pas pu relire le dernier paragraphe, vous m'avez fait passer votre document après. Que j'allais vous envoyer, alors j'ai écrit. Non, bon, vous avez fini. Écoutez, c'est très bien. Donc de toute façon, j'enregistre le fichier, puis je vous le renverrai corrigé. Donc oui, la reprise de vos textes, je l'ai faite un petit peu au fur et à mesure en passant parmi vous. On a quelquefois rencontré des hispanismes qui venaient spontanément comme employés, comme vous avez en espagnol duración. En français, ce n'est pas duration, duration n'existe pas en français, mais c'est la durée. Durée l'emploi du mot classe n'est pas tout à fait le même que l'emploi du mot classe en espagnol. Là où vous dites classe, nous on dira souvent un cours. Après, bon, c'est plutôt dans la conversation du couloir. J'ai entendu encore quelqu'un qui employait ce que je trouve dans tous les devoirs, c'est se communiquer. Alors en français, il y a un seul cas où vous pouvez employer communiquer comme un verbe pronominal et dire donc se communiquer, c'est quand il y a un complément d'objet direct, c'est-à-dire ils se sont communiqués des informations. Ils se sont communiqués les dernières nouvelles.
Mais si, pour dire communiquer avec quelqu'un, parler avec quelqu'un, on n'emploie jamais la forme pronominale. On va dire communiquer avec les autres. Hein. Et donc ça, c'est un hispanisme qui est assez constant dans les devoirs. Voilà. Je vous rappelle que j'avais mis comme fichier en première année, mais je l'ai remis sinon je le remettrai aussi dans les années suivantes. J'avais fait un petit document intitulé Memento des erreurs grammaticales à éviter en français, Memento pour hispanophones. Bon, c'était un peu un pot pourri de grammaire contrastive, mais avec c'était en gros un document élaboré à partir des erreurs rencontrées le plus souvent dans les documents les devoirs des étudiants. Donc, puisque ce document existe, vous pouvez le télécharger sur la plateforme, l'imprimer et l'avoir à côté de vous quand vous écrivez en français. Hein. Et puis, il est à compléter. D'ailleurs, j'ai laissé la disposition de ce document à Marie-Claude Rava qui reprend le cours de première année et je lui ai donné mon document en disant qu'elle pouvait le compléter elle aussi de son côté. Voilà, je vous remercie de votre participation et puis à demain pour l'événement et puis un autre atelier dans l'après-midi où je vous présenterai des sites qui peuvent vous servir. C'est à toi? Ah, d'accord. Est-ce que vous pouvez vous asseoir parce qu'apparemment vous faites de l'ombre. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui et merci.